Je vais maintenant laisser la parole à Godefroy Leménager, responsable du service guichet unique à l'INPI, qui va nous partager une petite vision sur le guichet unique en 2026 et comment il va évoluer. Bienvenue Godefroy. Merci beaucoup, merci pour cette opportunité pour parler, présenter le guichet. Il y a plein de choses qui ont évolué depuis ces dernières années, depuis qu'elle a été ouverte, donc c'est un petit peu intéressant de faire une petite pause, de dire bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé en 2025 et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, quels sont les sujets qu'on a encore aujourd'hui et si ça veut aller dans le bon sens, et les évolutions qui nous attendent pour cette année 2026. Il y a certains éléments qui sont déjà dans les textes réglementaires, dans les lois qui ont pu passer, du coup on peut commencer un petit peu à en parler. Il y a d'autres choses plus pratiques, plus opérationnelles que nous on a déjà dans les tuyaux, donc c'est un petit peu l'occasion d'échanger avec vous, de vous annoncer quelques évolutions. Donc voilà, tout plein de choses à raconter sur le guichet. Alors, petit rappel quand même, le guichet, avec cette fin d'année, avec la fin de l'année 2025, on a pu avoir une vision d'ensemble de la volumétrie, qui sont quand même extrêmement importantes, de plus de pratiquement 5000 créations par jour. Autant de modifications, des cessations un peu moins de la moitié, et aussi énormément de comptes annuels. Alors évidemment, c'est des moyennes, parce que vous savez très bien qu'en fonction de la période de l'année, de la période du mois, il y a des variations. Mais c'est intéressant de voir toute la volumétrie de déformité que vous effectuez tous les jours au quotidien sur le guichet. Il faut voir aussi que, au-delà de ces formalités-là, et je vais y revenir par la suite, il y a aussi tout le pendant pour les partenaires, pour les autres institutionnels, avec les inscriptions d'office, qui est en énorme montée en puissance, qui a pu poser quelques petits problèmes techniques d'effet de bord, dont on en parlera juste après, mais qui montre que le guichet unique est vraiment le point central pour l'ensemble de l'information des entreprises et pour alimenter le RNE qui permet la diffusion de l'ensemble des informations des entreprises. Comme vous le savez, ce n'est pas arrivé sans heurts, parce que mettre tout le monde ensemble, ça n'a pas été complètement évident, parce que chacun avait des pratiques, chacun avait son vocabulaire, et donc il a fallu organiser ça. Il y a encore des choses qui sont à faire pour rendre les choses plus fluides, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. L'année dernière, il y a eu un certain nombre d'évolutions qui sont extrêmement importantes, pratiques, par moments un petit peu anecdotiques, mais par moments quand même extrêmement importantes, surtout si vous travaillez sur ces sujets-là. Je commence par la nomenclature. La nomenclature, c'est vraiment la grosse évolution du guichet unique qui permet de définir qui va traiter la formalité. Et ça sert uniquement à ça. Je le rappelle, je le redis, la nomenclature, ça ne sert pas au code APE, ça ne sert pas à autre chose que définir qui va traiter. Greffe, CMA, MSA, DGFIP, URSAF. Donc, on a eu par exemple, je vous mets deux exemples, l'ajout de certaines catégories pour les holdings passives, pour les VDI. On a aussi mis à jour la liste, une possibilité pour définir les lieux-dits. On s'est aperçu que la définition de la commune, ce n'était pas aussi évident que ça. Et donc, on a rajouté le moyen pour, quand vous ne connaissez pas forcément le nom de la commune officielle, eh bien, à partir du lieu-dit, définir directement, déduire directement la commune. Ça, c'est quelque chose qui est en constante évolution aussi, qu'on met à jour chaque année. En 2025, il y a eu un certain nombre de fusions de communes. Fusions de communes qu'on ne traite pas, tout simplement parce que personne pour l'instant ne sait les traiter, parce que toutes les nouvelles communes, il leur faut un code qui est défini par l'INSEE. Sauf que pour l'instant, l'INSEE les définit qu'au mois de mars. Donc d'ici le mois de mars, on a, pour les nouvelles communes de 2025, on ne va pas pouvoir encore vous les traiter. Il y aura encore des problèmes là-dessus, parce qu'on attend les nouveaux codes techniques de l'INSEE pour pouvoir les implémenter et ensuite vous permettre de les définir. On a aussi rajouté, je sais que c'était attendu dans les formalités de correction, la possibilité d'ajouter un établissement qui était manquant au RNE. Lorsqu'on a construit le RNE, on a récupéré un certain nombre d'informations du RCS, de la base sirène, du RMN, du RAA, et par moment, ces informations ne matchaient pas du tout. Du coup, au lieu de faire n'importe quoi et de mettre des trucs qui sont complètement folkloriques, on a préféré mettre ces informations de côté pour pouvoir les traiter plus tard en échangeant avec les partenaires en disant « mais attendez, là, il y a un tel qui dit ci, il y a un tel qui dit ça. Quid? Qu'est-ce qui se passe? L'établissement, il est à Biarritz ou en Corse ?» Pas la même chose. Mais on vous a permis quand même de le faire directement en formalité de correction si vous aviez un justificatif, typiquement un CABIS. Enfin, on a aussi fermé les formalités de complétion
qui était pour nous un marqueur des problématiques de synchronisation des données. On a pu commencer durant l'année 2025 à refaire une vague de synchronisation avec l'accès à des registres plus complets au niveau du RCS ou au niveau du RSAC et du RSE-IRL. Et donc, c'est pour ça que la notion de complétion était plus aussi pertinente. Alors, vous pouvez toujours le faire quand il y a des problèmes en formalité de correction, mais pour rappel, les formalités de complétion étaient en validation automatique. Du coup, ça mettait plutôt en risque les données du RNE, donc on a fermé ce flux. Ensuite, on regarde pour les différents flux, personnes physiques, personnes morales. Il y a eu une grosse évolution pour les entrepreneurs individuels au niveau de la gestion des données personnelles. Comme vous le savez, en modification, cessation, on remonte toutes les données qui étaient au RNE. Et donc, on a fait une évolution en accord avec les partenaires. Et ça, c'était aussi extrêmement important qu'ils soient en capacité à traiter ça. Ce n'est pas encore complètement optimal. On travaille avec eux pour cela, pour que justement les données, date de naissance, lieu de naissance, l'adresse du domicile, eh bien, si elles sont au RNE, qu'on puisse en fait ne pas les diffuser. Donc, vous avez pu voir, il y a les petits cadenas qui apparaissent sur les formulaires. On ne les diffuse pas, ces données-là, mais on les met quand même à disposition sans que vous ayez besoin à chaque fois de ressaisir la donnée. L'idée, c'est vraiment essayer de simplifier un maximum de choses, au même titre qu'à chaque fois vous faites une formalité de modification, vous n'avez pas besoin de redéfinir l'ensemble des données de la société. Vous n'avez pas besoin de réécrire l'ensemble du SAFA. Non, mettez le siran, il y a énormément de données qui remontent. Et données personnelles, on ne les diffuse plus. On a pu voir aussi qu'il y avait des difficultés, notamment pour les entrepreneurs individuels, à faire la distinction entre les transferts, les déménagements, l'adresse de son domicile, l'adresse de son établissement personnel. Et donc, en partenariat avec la DINUM, on a fait évoluer tous les écrans qui sont liés au transfert de l'établissement principal ou d'un établissement secondaire, du changement de l'adresse de domicile, de son changement d'adresse administrative, pour essayer de rendre les choses un petit peu plus fluide. Alors, vous avez l'habitude de faire des transferts, donc pour vous, c'est évident. Mais pour un entrepreneur qui fait ça à son compte, déjà, rien que la notion de transfert, c'est un peu bizarre. Lui, il a déménagé, il ne s'est pas transféré quelque part. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'accompagner un petit peu plus. Ces écrans-là, donc qui ont un aspect un petit peu différent par rapport aux autres volets que l'on a pu avoir, eh bien, on va aussi adapter dans le courant de l'année 2026, mais j'en parlerai après. Donc là, typiquement, vous voyez à gauche les petits cadenas pour la date de naissance, le pays de naissance, la commune de naissance. Et pour le domicile de l'entrepreneur, on a changé complètement les volets qui permettent la modification de ces écrans-là. Pour les sociétés, on a ouvert la possibilité, l'été dernier, de demander l'anonymisation d'un acte lors du dépôt de cet acte lors d'une formalité ou d'un acte qui était déjà préalablement déposé dans un RCS au RNE. Ou de demander l'anonymisation des données personnelles de l'adresse personnelle au RCS. Vous avez pu voir toutes les problématiques qu'il y a eu autour de la diffusion de ces données au printemps de l'année dernière, ce qui avait amené à la sortie de ce texte à la fin de l'été. Nous l'avons mis en place pour pouvoir permettre ces demandes-là, telles que le texte le prévoit. Tel que le texte le prévoit, mais il ne prévoit pas forcément certaines situations un petit peu particulières, notamment quand la société a transféré son siège, et notamment quand elle a transféré son siège pour changer de ressort de greffe. Là, il y a encore une difficulté. On est en discussion avec le CNGTC qui a soumis la question à sa commission juridique pour savoir comment on va traiter ces cas particuliers-là, parce que le texte nous dit d'envoyer la demande au greffe dont dépend la société, là où est le siège à l'instant T, pas à l'instant T moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc voilà, on sait qu'il y a encore des sujets, qu'il y a encore des points à travailler, mais pour l'instant, on est en attente d'éléments de nos partenaires. On a aussi rajouté des nouvelles suggestions de pièces jointes, notamment pour les entreprises étrangères sans établissement stable en France, ESEF. Aussi dans le cadre de création, c'est des gros sujets, il va y avoir notamment des évolutions de textes qui accompagnent ça, donc c'est pour ça qu'on est un petit peu dans un entre-deux. On a fait des évolutions aussi pour les cessations, on ne l'a pas fait pour les modifications, alors que c'est quand même la partie la plus croustillante, la plus importante, mais parce que justement, il va y avoir des textes qui vont évoluer, du coup, on ne va pas faire plusieurs allers-retours dans tous les sens inutilement. Au-delà, on a aussi essayé d'améliorer l'utilisation, l'accompagnement du guichet, notamment au niveau de la synthèse. La synthèse qui est là pour un petit peu juste déjà, juridiquement, porter la signature.
elle sert à ça, porter la signature. L'information de votre formalité, elle est portée par le JSON technique, le fichier technique. Alors, on sait que beaucoup de valideurs utilisent la synthèse pour valider, ce qui pose des problèmes quand il y a notamment des problèmes de génération de la synthèse, quand il manque certaines informations ou qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec les informations qui sont présentes. C'est pourquoi on a fait des évolutions. Typiquement, on a changé déjà le format pour les créations, puis pour les corrections, puis les créations, les cessations, les actes et comptes annuels. On va bientôt le faire pour les modifications, mais on attend de régler certains sujets. On a aussi modifié certains libellés. Typiquement, on a rajouté que, notamment pour les entrepreneurs individuels où c'était important, que tel établissement secondaire était secondaire au RNE. Parce que dans certaines situations, il n'était pas forcément pour un registre spécifique, ce qui pouvait poser des problématiques d'interprétation. Donc on a essayé d'expliciter ça. On a aussi changé des informations au niveau de la nature de l'activité liée au routage, parce qu'on a bien vu qu'il y avait des problématiques à ce niveau-là. Donc on a essayé de changer la formulation de certaines informations. On vous pousse aussi beaucoup plus d'informations par courriel. Alors oui, les informations sont très limitées. On va vous dire, bah tiens, il y a seulement telle formalité qui est en attente de régularisation, telle formalité qui est en attente de paiement, de signature. On limite les informations parce qu'on ne veut pas que ce soit un canal pour en fait perdre de la donnée s'il y a notamment des problèmes d'accès non autorisé à vos mails et tout ça. Donc on vous informe juste, il y a un sujet à traiter sur telle ou telle de vos formalités. Charge à vous après de retourner sur le guichet pour voir que bah oui, telle formalité, elle doit être régularisée parce que le greffe, la CMA, la MSA m'a demandé telle information, il faut que je complète. On va rajouter de nouvelles notifications, je vous en parlerai après. Aussi, on sait très bien que, notamment pour les cabinets de formalistes, bah, vous n'êtes pas seul à travailler sur vos formalités et puis vous prenez des vacances, vous avez entièrement raison, sauf que pendant vos vacances, bah, il n'y a plus personne pour surveiller vos formalités et donc on a mis en place un outil pour pouvoir transférer les formalités entre collaborateurs. Alors c'est uniquement à la main de l'administrateur du cabinet, mais cet administrateur peut dire, bah, tiens, voilà, un tel, ben, il part en vacances. Du coup, toutes ces formalités un petit peu sensibles, je les transmets à tel autre collaborateur qui pourra les suivre. Quitte après à les retransférer dans l'autre sens, vous pouvez faire le ping-pong autant que vous voulez. Et ça vous permet justement d'avoir cette vision un peu plus fluide et d'assurer une certaine réactivité pour vos clients et éviter aussi que votre collègue, il arrive le lundi matin et que, ah tiens, il n'a plus que 3 heures pour régulariser ses formalités, ce qui peut être un peu court. On a aussi, et ça c'est un point qui est extrêmement important, ouvert les inscriptions d'office à l'ensemble des partenaires. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'inscriptions d'office. Par exemple, pour la CMA, elle peut modifier les mentions liées à la qualité d'une personne, notamment d'artisan, artisan d'art. Elle peut supprimer la mention des activités qui n'ont pas eu la JQPA, qui n'ont pas fait cette démarche de montrer la JQPA, notamment quand il y avait un engagement à recruter. La MSA a la possibilité de rajouter les mentions agricoles, d'actifs agricoles. La DGFiP peut faire les radiations d'office pour les personnes physiques. Le greffe peut faire les radiations d'office pour toutes les sociétés et entreprises commerciales. Et alors ça, c'est quelques exemples qui me paraissaient assez clairs pour voir quelle était aussi l'importance d'avoir ces outils, parce que ça permet notamment d'avoir le greffe qui va, lorsqu'il va faire sa radiation au niveau du RCS, va pouvoir la propager directement au niveau du RNE et donc à l'INSEE. Avant, il le propageait dans l'autre sens, il envoyait à l'INSEE et il devait nous l'envoyer par l'ancien canal, ce qui était beaucoup plus problématique, puisqu'on n'avait pas forcément les temps d'intégration d'un point de vue qualité de la donnée qui étaient les mêmes, qui posaient tout un tas de sujets. Donc ça permet d'automatiser et de fluidifier énormément d'informations et de s'assurer que du coup le RNE ait l'ensemble des informations à propager. On parle quand même de plusieurs millions aussi d'inscriptions d'office, tout confondu. Hein. Donc c'est quand même, en termes de volumétrie, c'est pas du tout anodin. Et là, je voulais parler d'aujourd'hui et des bugs. Et j'ai un bug avec l'écran, c'est magnifique.
C'est une illustration parfaite. De temps en temps, voilà, quand on met des choses en place, eh bien, ça a des effets de bord qui ne sont pas prévus. Typiquement, les rôles, il y avait besoin d'ajouter l'administrateur provisoire et l'auditeur de durabilité. Ça a été des évolutions de l'année dernière. Eh bien, on a mis ça en place, ce qui a posé d'énormes problèmes pour un grand nombre de formes juridiques. On en a corrigé pour une grande partie, mais pas pour toutes. De mémoire, GFA aussi, typiquement, c'est pas corrigé. On les a bien, on va les corriger. Voilà, c'est en cours. Il y a d'autres sujets, comme notamment liés aux dissolutions, aux liquidateurs, ou sinon pour des échanges avec l'INSEE. Il y a eu plusieurs problématiques de transfert avec l'INSEE. Hier, il y a eu une problématique avec la BAN qui a été corrigée avant-hier, avec la BAN, qui du coup avait changé ses points d'accès. On a dû les adapter. On voit que toutes les évolutions qu'on apporte, eh bien, vu la cadence d'évolution, alors je vous ai montré que quelques évolutions, mais il y a aussi toutes les évolutions pour les partenaires que vous ne voyez pas forcément, fait que forcément le guichet est en constante évolution. Vous l'avez vu durant ces 3 dernières années, le guichet d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le guichet d'il y a 3 ans. Mais voilà, ça peut avoir des effets de bord. Il y a des problèmes sur les synthèses, parce que voilà, on a besoin de rajouter telle information, de retirer telle autre. Eh bien, ça a pour effet que de temps en temps, il y a des informations qui sautent. On les rajoute. On est conscient qu'il y a encore beaucoup de sujets à corriger et sur lesquels on va travailler. Perspective, ça extrêmement plus intéressant que les différents problèmes, sur qu'est-ce qui nous attend pour 2026. Vous avez pu voir des textes de loi qui annonçaient certaines choses. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Alors, il y aura aussi apparemment des bugs pour l'année 2026. Mais déjà, un élément, la possibilité de déposer des pièces justificatives au RCS, au RNE. Actuellement, ce n'est pas possible. Vous avez possibilité que de déposer des actes ou demander l'annulation d'actes ou la diffusion d'adresses personnelles de dirigeants au RCS. Il y aura la possibilité de soumettre une pièce justificative auprès du greffe pour adjonction au RCS, au RNE. Évidemment, document qui ne sera pas publié, ce n'est pas un acte, mais qui, dans le cadre de suite à certaines formalités, sont nécessaires pour ne pas avoir la radiation d'office. Donc ça va être possible. On est en train de tester les échanges avec l'ensemble des partenaires, notamment Greffe ici. On a mis à jour les formats pour les synthèses de création, bref, toutes les synthèses, sauf la modification. Et bien évidemment, celle-ci va aussi intervenir. On va aussi rechanger, adapter le format pour que ça soit plus lisible. Vous avez pu voir que maintenant, notamment en création, cessation, on a une première page qui est beaucoup plus synthétique, une deuxième page pour les cessations qui rassemble, qui précise de quelle cessation on parle. On va faire la même chose. Première page synthétique, deuxième page avec vraiment le détail des modifications, et ensuite tout le reste des informations en annexe pour avoir un petit peu en guise d'aide-mémoire, savoir vraiment tout ce que vous avez complété, mais pour bien identifier qu'est-ce qui est l'objet de la modification. Des nouvelles notifications, notamment quand il y a eu des remboursements qui sont effectués, on a modifié la notification. Aussi, quand on va supprimer les brouillons. Là, actuellement, les brouillons sont supprimés au bout d'1 an. Mais si vous n'avez pas suivi, alors, si vous avez laissé traîner votre brouillon au bout d'1 an, il est assez peu probable que vous en ayez encore besoin, mais on va vous notifier. Aussi parce qu'on va réduire ce délai. Parce que avoir 1 an, un brouillon, c'est que c'est plus pertinent et c'est surtout source d'erreur. Parce que si vous revenez sur ce brouillon-là, il va avoir les informations de la société au moment où vous avez ouvert le brouillon, pas au moment où vous réouvrez le brouillon. Donc, pour éviter les sources d'erreur, parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui en fait reprenaient un brouillon d'une société après avoir fait une modification et du coup se disaient mais tiens, la modification n'a pas été prise en compte. Bah oui, parce que le brouillon il date d'avant. Donc, on va réduire cette durée-là. Dans un premier temps, on va le réduire à 10 mois, puis 6 mois. On fera des annonces successives pour vous annoncer les délais. Sur la forme juridique et la catégorisation, actuellement, si vous savez exactement dans quel sous-menu il faut la choisir, c'est facile, vous cliquez les différents menus. Si vous ne savez pas exactement où est la catégorisation coiffeur, où est la catégorisation culture de riz, c'est un petit peu plus compliqué. On en est conscient, c'est pourquoi on travaille sur un menu qui va vous permettre directement, voilà, je marque SCI, hop, ça me sort directement, Société civile immobilière. Ça va permettre aussi de choisir évidemment plus facilement la catégorisation, de remplir directement. On avait fait une première proposition qu'on avait partagée sur notre plateforme de démonstration en courant de l'année dernière, qui n'avait pas entraîné la
complètement la folie des foules. Du coup, on a repris notre copie et là, on pense que c'est un petit peu plus fluide, un petit peu mieux, un peu plus facile à saisir, à comprendre exactement tout le chemin qui permet d'avoir accès à cette soit forme juridique. Il y a la même chose pour les catégorisations. On va vous la mettre sur la plateforme de démonstration assez rapidement et je l'espère dans le courant de l'année en production. On est là aussi pour essayer de limiter les sources d'erreurs. Première source, c'est essayer de remonter un maximum de données de la meilleure qualité possible. On travaille sur la qualité du RNE, mais aussi de s'assurer que les données que vous déposez, quand par exemple il y a un nouveau dirigeant, quand vous créez un entrepreneur individuel, que vous avez toutes les informations de ce dirigeant et qu'elles soient toutes correctes. C'est pourquoi on va consulter le RNIPP, le Répertoire national des identités des personnes physiques, qui rassemble toutes les informations des personnes physiques pour pouvoir s'assurer si les données sont bonnes ou pas. En revanche, on va juste vous dire s'il y a un écart, qu'il y a un écart. On ne va pas vous dire où ni quoi, parce que sinon ça serait donner trop d'informations, mais ça va vous inciter à relire. Reprenez la carte d'identité que vous devez avoir si vous allez la mettre en pièce d'identité, en pièce justificative, et donc ça vous permet de relire. Ça va être un point d'alerte. Ça va être aussi un point d'alerte qu'on va partager au validateur s'il y a encore un sujet, pour qu'il puisse vérifier et vous inciter à dire attention, là il manque un prénom, là la date de naissance est erronée, ainsi de suite. Énorme élément qui va changer pour les entrepreneurs individuels, c'est la validation de l'URSSAF. Là actuellement, les EI purement libéraux sont en validation automatique, comme les EI de gestion de biens. Sinon, pour les EI commerçants, agents co ou EIRL, c'est le greffe qui s'en charge. Les EI artisans, la CMA, les EI agricoles, la MSA, vous le savez. Il y a une volonté d'essayer de s'assurer qu'il y a un maximum de valideurs qui interviennent directement dans le cadre du guichet unique pour éviter la fraude, déjà, éviter les erreurs, éviter toutes les problématiques que l'on peut avoir quand il y a de la validation automatique, parce qu'il y a eu des formalités qui n'ont pas été effectuées à dessein par la bonne personne, et ainsi de suite. Donc, il y a eu dans le PLFSS voté en décembre dernier, le vote que l'URSSAF va devenir valideur des entreprises individuelles dans le courant de l'année 2026. Dans le courant du premier semestre, ça devrait arriver dans les prochains mois. On attend encore quelques petits textes pour affiner la mise en place, mais justement, voilà, on a déjà commencé à travailler avec l'URSSAF pour qu'ils puissent valider en fonction que ce soit un marin, un artiste-auteur, un libéral, médecin, et ainsi de suite, avec toutes les spécificités de l'URSSAF, pour permettre qu'ils puissent traiter directement dans le cadre du guichet unique et pas a posteriori, comme c'était le cas au préalable. Aussi, ils avaient la possibilité de traiter directement les médecins remplaçants de leur côté, l'URSSAF. Donc, on a ouvert ça pour qu'ils puissent faire aussi toutes les démarches en parallèle de leurs activités quotidiennes. Donc, c'est aussi un élément qui a été développé et qui va être ouvert dans les prochaines semaines pour permettre vraiment où on va voir l'URSSAF qui va pouvoir intervenir beaucoup plus fortement directement dans le cadre du guichet unique, en validant les formalités que vous avez déposées, ou aussi en faisant directement via le guichet unique des démarches qu'ils doivent faire, par exemple pour les médecins remplaçants, ou aussi pour toutes les inscriptions d'office qu'ils font, par exemple sur tous les entrepreneurs individuels qui ne payent pas leurs cotisations, qui sont fermés, toutes les vagues de radiation que l'URSSAF peut faire, ça passera directement dans le guichet unique. On va mettre aussi en place un certain nombre de nouvelles règles de circuit de validation pour les entrepreneurs individuels, parce que vous avez pu voir qu'il y a encore des situations de blocage, parce que personne ne sait comment traiter certaines situations. Du coup, au lieu d'envoyer des formalités au petit bonheur la chance, eh bien, on a mis des situations de blocage. Exemple, vous voulez transférer l'établissement principal qui est commerçant vers un autre établissement qui va devenir artisan. On ne sait pas exactement qui doit traiter, comment prévenir le greffe et tout ça, pour qu'il puisse traiter et intégrer l'information au RCS. Du coup, c'est pour ça que typiquement, c'est une situation qui est bloquée. Mais on a mis en place de nouvelles règles avec les partenaires qu'on doit intégrer dans le guichet pour régler ces situations-là particulières. Je rappelle que, si vous le souhaitez, on a un atelier sur les personnes physiques qui permet de revoir vraiment toutes les situations un petit peu complexes des personnes physiques. J'en parlerai après. Le rapport de radiation d'office. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait ouvert la radiation d'office auprès des greffes, mais du coup, quid de la levée
de cette mention de radiation d'office, eh bien, on va intégrer la possibilité de déposer un rapport de radiation d'office directement dans le cadre du guichet unique, avec une option particulière pour lorsqu'il y a une déclaration de bénéficiaire effectif qui devra être faite pour lever cette mention d'office. Parce que, comme vous le savez, les greffes doivent vérifier et vont faire, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude et du narcotrafic, des radiations d'office en cas d'absence de déclaration des bénéficiaires effectifs. Et bien du coup, on va pouvoir permettre de faire directement la déclaration des bénéficiaires effectifs dans le dépôt de ce rapport de radiation d'office. D'autres cas, notamment quand il y a besoin de faire un transfert, parce que bah oui, le transfert n'a pas été fait, du coup, quand le greffe a envoyé la lettre, eh bien, c'est revenu en NPAI, eh bien, vous devrez faire une formalité juste après ce rapport de radiation d'office. Ça va arriver aussi dans le courant du premier semestre 2026. Il y a un certain nombre d'établissements qui ne sont pas inscrits pour les sociétés ORCS, alors qu'ils le devraient. On s'est aperçu justement dans la reconstitution des données, on a comparé les établissements ORCS en Basse-Sirène, eh bien ça ne marchait pas forcément et on s'aperçoit qu'il y a des établissements qui devraient être ORCS qui ne le sont pas. Sauf que du coup, on ne peut pas faire une ouverture, parce qu'ils sont déjà un SIRET. Et donc, c'était un petit peu dans un entre-deux un petit peu bizarre. On avait déjà traité l'année dernière la possibilité de fermer ces établissements-là, notamment quand il s'agit de cantines et tout ça, pour pouvoir permettre de fermer ces établissements sans lien avec les tiers. Mais il y a certains cas qui doivent être inscrits au RCS. On va permettre de faire l'immatriculation au RCS d'un établissement déjà sirétisé. Ça fait partie des évolutions qui vont vous permettre de traiter les situations un petit peu complexes qui sont un petit peu en suspens parce qu'il n'y avait pas encore les canaux qui étaient ouverts. Je rappelle que tout au quotidien, on a un certain nombre de moyens d'assistance. On a notre centre central d'appel. Aujourd'hui, on est présent juste à l'étage. Il y a plusieurs de mes collègues qui sont là pour répondre à vos questions. Je rappelle qu'on va faire non pas un, mais 2 ateliers sur les formalités un petit peu complexes parce qu'on a vu que, voilà, avec le temps, vous maîtrisez bien le guichet. Maintenant, il s'agit de s'intéresser sur les questions un peu particulières. Bah, tiens, quand est-ce que je peux déclarer la société de gestion du bénéficiaire effectif? Quand est-ce que je peux... Comment je gère les sociétés qui ont 300 établissements? Voilà. Pourquoi il y a des écrans un peu spécifiques? Justement, toutes ces situations un petit peu particulières, on va les aborder. Alors, au rez-de-chaussée, on va faire un atelier sur les personnes morales. Donc non, au sous-sol, pour les personnes morales dans la salle Circle. Et à l'étage, on va faire un atelier juste ici sur les personnes physiques, les formalités un peu complexes des personnes physiques. Donc n'hésitez pas, il y aura mes collègues qui seront là pour justement revenir sur les points particuliers, sur les anomalies qui peuvent être rencontrées. Et n'hésitez pas à suivre nos formations sur le guichet que l'on fait au quotidien pour expliquer comment fonctionne le guichet, les tenants et aboutissants de l'ensemble des éléments du guichet. Voici un petit peu l'ensemble de toutes les évolutions qu'on a pu avoir. Revenir sur quelques bugs qu'on rencontre actuellement et sur les évolutions, les grosses évolutions qui vont arriver au niveau de l'année 2026. Évidemment, je n'ai pas balayé l'ensemble des évolutions parce qu'il y en a certaines que je ne connais pas. On n'est pas à l'abri de la créativité de nos parlementaires qui peuvent nous rajouter certaines choses dans le courant de l'année 2026, comme on a pu voir qu'il y a eu aussi l'ajout de l'anonymisation d'actes qui est arrivé pendant l'été. Voilà, donc je voulais revenir avec vous sur certaines évolutions, certaines nouveautés qu'on attend. Il y en aura d'autres. J'espère avoir été clair. Est-ce que ça a amené des questions, des interrogations ? Alors, est-ce qu'il y a pour le micro, bah, c'est pas grave. Si vous parlez suffisamment fort, je vais pouvoir répéter votre question. Alors, si je répète la question et je vais me permettre de la reformuler pour être un tout petit peu plus large, comment on va gérer les transferts de formalités entre collaborateurs? Comment s'assurer de le transférer au bon collaborateur et pas au collaborateur de l'entreprise à côté? C'est quand même plus pratique. Tout simplement, lorsque vous créez votre compte sur le portail de l'INPI, vous avez la possibilité d'avoir un compte administrateur. Et ce compte administrateur, eh bien, vous pouvez, à chaque nouveau compte, dire bah, tiens, je vais me rattacher à un tel, et donc je vais me rattacher à tel cabinet. Une fois que vous êtes tous rattachés à la même entité, évidemment, l'administrateur doit valider chacun des ajouts.
quand vous vous connectez au guichet unique, l'administrateur, lui, il a la liste de tous les collaborateurs de l'entreprise. Une fois qu'il a la liste de tous les collaborateurs de cette entreprise, il peut consulter pour chacun des collaborateurs. J'avais mis cet écran qui plaît pas tellement apparemment au support, c'est pas grave, qui permet, donc quand vous consultez chacun des utilisateurs, vous avez la possibilité de dire, bah, tiens, un tel a accès en lecture aux formalités d'un tel, ou un tel donne le droit d'accès aux formalités à un tel. Donc ça fonctionne dans les deux sens, on précise bien. Et en plus, vous pouvez dire, bah tiens, pour un tel, je veux transférer certaines de ces formalités. Et donc, vous avez un petit menu de recherche pour dire, bah tiens, je veux transférer les formalités de création commerciale. Comme ça, j'ai transféré un tel. Et puis, pour d'Agenco, je vais transférer à une autre personne. Comme ça, je répartis l'activité entre deux personnes. Et évidemment, c'est dans tous les sens. Parce qu'une fois que c'est transféré à l'un, bah, on peut retransférer dans l'autre sens. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Bonjour, merci pour votre présentation et puis les évolutions que vous nous avez présentées sont intéressantes. Néanmoins, alors c'est l'éternel débat, je tenais quand même à vous dire, et j'espère qu'en 2026 ça va progresser, qu'on rencontre de très nombreux rejets systématiques. On est systématisé dès qu'on dépose une formalité. Alors je sais que ça ne dépend pas de vous, de l'INPI, c'est sans doute le greffe, mais la courroie de transmission est très longue. On a des délais, mais vraiment un transfert simple, on met 4 semaines, 5 semaines, alors qu'avant avec notre plateforme, en même pas 3 jours c'était réglé. Donc des délais extrêmement longs, même si les dossiers sont complets. Et puis surtout des rejets systématiques, quoi. C'est ça, on se fait rejeter systématiquement. Mais alors en plus, on nous demande des conditions supplémentaires, de justifier les qualités du déposant, etc. Ça devient vraiment compliqué. Mais ceci dit, je note quand même une évolution sur 2025. Merci pour les évolutions remarquées. Quand on transmet la formalité au greffe, dans le fil d'Ariane, quand il a téléchargé, parce qu'il faut rappeler, alors vous avez parlé du greffe, c'est pour ça que je rebondis directement dessus, lui, il va traiter dans ses propres outils, mais dès que c'est téléchargé, on met dans le fil Ariane en attente de validation. Donc ça veut dire que d'un point de vue caricatural, la formalité est sur le bureau du greffe. Après, l'arrivée du guichet unique a posé énormément de questions, ce qui a fait aussi revoir un certain nombre d'évidences qui, du coup, on faut réamener des questions, réamener des interrogations. Mais ça, nous, on n'est pas en charge de la validation. Nous, on est en charge de transmettre la formalité. Ce moment où on valide, c'est pour les formalités de correction, qui sont des cas extrêmement particuliers. Mais sinon, sur l'ensemble, vous parliez des transferts, nous, on est là pour transmettre l'information, s'assurer que c'est bien, que l'INSEE est bien informé, que le greffe est bien informé pour les sociétés. Si c'est artisanal, qu'on envoie bien, qu'on s'assure bien que la CMA soit impliquée dans le traitement de la formalité. S'il y a besoin de l'agricole, on va mettre la MSA aussi dans la boucle, et ainsi de suite. Nous, on s'assure vraiment de cette partie-là, de s'assurer que tous les valideurs valident quand c'est nécessaire, et que c'est bien transmis à l'ensemble des destinataires fiscaux, sociaux. Et là-dessus, sur les délais, malheureusement, on n'a pas de visibilité et on n'a pas d'éléments sur lesquels on peut intervenir. Il y a une question par là-bas. Merci Godefroy. J'ai une petite question, parce que là, par rapport à ta présentation, j'ai quelque chose que je ne comprends plus. Les levées de mention de radiation d'office, quand nous, on fait la demande de rapport, c'est-à-dire qu'une société a été radiée d'office, nous, on fait notre formalité, le greffe lève la mention, on a un cabis avec à nouveau un établissement principal, la société est à nouveau active. Qui est-ce qui envoie en fait l'information à l'INSEE? C'est forcément le greffe. Alors, justement, ce qu'on veut mettre en place, c'est que ça repasse. Déjà, vous donnez la possibilité de standardiser un petit peu l'envoi à l'ensemble des greffes en passant par le guichet. Vous ne soyez pas en train de nous dire « Ah oui, alors dans tel cas, je passe par le guichet, mais dans tel autre cas, je dois passer par le mode papier et tout ça. » Vraiment, le guichet, il est là pour unifier et rassembler l'ensemble des modes de dépôt sur l'ensemble des informations de l'entreprise. Donc, passez par le guichet. Et ça permettra aussi de fluidifier l'information au RNE et à la base sirène pour qu'elle puisse se mettre à jour, et aussi à l'ensemble des partenaires. Là, actuellement, normalement, le greffe doit informer l'INSEE et nous, et c'est l'INSEE qui diffuse à l'ensemble des partenaires, mais pour l'instant, il y a apparemment des bugs dans les modes d'envoi parce que c'est des flux un petit peu anciens, qui ne sont pas forcément complètement optimaux. Il y a aussi de la confusion dans l'ensemble de la gestion de ces cas. Donc c'est pour ça qu'on veut forcer, vraiment pousser à simplifier. On passe tout par le guichet, comme ça permet d'avoir une fluidification de l'ensemble des canaux d'information. Il y a 2 questions par là-bas.
Moi, j'ai juste une question sur les tarifs. Bien souvent, on a les 1 centime de remboursé, ce qui est assez pénible. Et c'est surtout pour les insuffisances de paiement des tarifs du greffe. En fait, on fait notre formalité, on n'a pas le choix du prix, donc on paye. Et on se prend un rejet parce qu'on n'a pas assez payé. Et on se prend les 1,30 € de frais de rejet. Alors, c'est pas vous, mais est-ce que vous ne pouvez pas communiquer avec le greffe pour qu'il vous donne les bons tarifs? Voilà. Eh bien, je partage vos questions sur les tarifs. Après, ce sont des situations qui sont assez complexes. Vous avez vu l'arrêté des tarifs greffe. Si vous le comparez par exemple à l'arrêté des tarifs CMA, ce n'est pas du tout la même structuration. Ça pose beaucoup de questions, beaucoup de problématiques sur lesquelles voilà, on essaie de discuter avec eux pour essayer de voir dans quelle situation ou pas. Il y a des discussions sur la TVA, comment on calcule la TVA. Nous, on le fait sur l'ensemble. Eux, ils font ligne par ligne, ce qui fait ces écarts d'1 centime, ce qui pose plein de problèmes. On est en train de voir si nous, on ne peut pas faire une évolution pour changer notre mode de calcul. Mais ça, là-dessus, on est allé demander à DGFiP, mais comment on calcule la TVA? Et on n'a pas eu de réponse. Donc, du coup, on avance, on essaye d'avancer, mais ça fait partie des sujets qui, évidemment, on ne peut pas y aller un petit peu trop au bonheur la chance, disant, ah bah tiens, allez, on va monter pour tout le monde. Ouais, mais pourquoi en fait? Pourquoi on mettrait tel tarif et pas tel autre? C'est des sujets qui sont un petit peu complexes et pas évidents, sur lesquels on essaie de travailler et on avance pas à pas. Par rapport au tout début, c'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore optimal, on en est conscient. Mais voilà, on avance. Bonjour, j'ai une petite question concernant le support technique. J'ai fait une formalité il y a 2 mois et je devais supprimer un bénéficiaire effectif et en ajouter un nouveau. J'ai un message d'erreur constant, ça fait 1 mois et demi et apparemment ça a été transmis au support technique de l'INPI qui prend tout son temps. Et moi ça fait 2 mois que j'attends, j'en peux plus. J'appelle toutes les semaines, mais je pense que même... C'est pas qu'ils prennent tout leur temps. Mes collègues, ils font du mieux qu'ils peuvent. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de questions aussi à répondre sur... On reçoit aussi beaucoup d'appels pour d'expliquer comment ça fonctionne, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi le valideur a fait tel rejet alors qu'il y a telle information. Oui, il y a telle information, on ne sait pas. Pourquoi tel écart de tarif. Donc ça pose... Voilà, on a beaucoup de sujets aussi à traiter. N'hésitez pas à voir mes collègues pour voir si on peut vous aider. On est conscient qu'il y a encore pas mal de difficultés encore sur lequel on est en train de travailler. Tout n'est pas parfaitement fluide. On travaille dessus. Mais rien que les petites choses que je vous ai annoncées pour l'année 2026, vous pouvez vous douter que techniquement, ce n'est pas complètement anodin. Rajouter un valideur comme l'URSSAF qui doit traiter en fonction des activités dans certaines situations avec tel ordre, ce n'est pas complètement anodin. Et ce qui fait que, mine de rien, techniquement, on a aussi beaucoup de choses à traiter pour s'assurer d'avancer un maximum et au plus vite. Alors, ça ne résout pas votre problème, mais ça vous donne un tout petit peu de contexte et n'hésitez pas après à aller voir mes collègues là-dessus, ils se feront un plaisir de vous aider. Oui, bonjour. Alors, moi, je vous remercie pour votre présentation et je voudrais revenir sur les perspectives. Notamment, vous avez donc des ouvertures aux partenaires des inscriptions d'office. Moi, j'ai un souci sur un dossier depuis plusieurs mois sur les levées d'inscription d'office lorsque le valideur n'est pas la CMA, mais le greffe. Notamment lorsqu'on doit déposer, par exemple, on doit justifier d'une autorisation administrative. Alors, dans mon cas d'espèce, moi, c'est une société de formation professionnelle qui a besoin de justifier auprès du greffe pour faire enlever, lorsqu'elle a été immatriculée, il y avait bien une mention provisoire, d'avoir une autorisation réglementaire, préfectorale et de la direction régionale au niveau de la formation. J'ai insisté auprès du... Parce que ça ne peut pas se faire encore sur la plateforme du guichet unique, mais je voudrais savoir si la perspective 2026 va pouvoir nous permettre, nous, en tant que formalistes, d'intervenir pour faire le dépôt de cette... Parce que moi, le greffe... Alors, c'est le greffe de Bobigny, pour ne pas le citer, qui me bloque pour mon... Et bon, pour l'activité de ma... Voilà. Alors... Oui, pour ce cas particulier, je vous invite à voir mes collègues, comme ça nous permettra d'avoir un exemple et on se rapprochera du greffe en question pour voir quelle est la problématique. L'ajout des mentions et le retrait de ces mentions sont directement à la main du greffe. Ils ont la possibilité de rajouter, modifier toutes les mentions qui sont au RNE, au RCS. Mais typiquement, le cas de soumettre un justificatif
pour telle activité réglementée. C'était un exemple typique de pièce justificative qui a déposé à adjoindre au RCS et au RNE. Et du coup, c'est pour ça qu'on a l'évolution pour R123-96, pour pouvoir permettre directement le dépôt via le guichet. En revanche, l'ajout et la suppression de mention, c'est à la main du greffe. Et c'est uniquement à la main, c'est celui qui est responsable. Donc c'est lui uniquement, ça ne va pas être vous qui pourrez demander d'ajouter, supprimer telle mention. En revanche, le fait de passer par le guichet pour déposer la pièce justificative, ça va permettre aussi de fluidifier parce que du coup, il sera directement en lien avec le guichet et donc on espère que ça va aussi aider à fluidifier la mise à jour des mentions. J'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà. Mais on veut bien l'exemple auprès de mes collègues. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Je voulais revenir sur une des perspectives 2026 qui est de gérer différemment la suppression de certains établissements secondaires. Et je voulais savoir s'il s'agit par exemple des établissements secondaires qui existent sur le RNE et sur l'INSEE, donc qui ont un SIRET, mais qui ne sont pas répertoriés sur Infogreffe. Moi, j'ai le problème et je ne sais pas comment faire. C'est déjà possible, ça. La fermeture ce qu'on appelle un petit peu rapidement, parce que ça couvre plusieurs thématiques qu'il ne faut pas forcément toujours trop creuser, mais des établissements sans lien avec les tiers, vous pouvez déjà demander la fermeture de cet établissement. Donc ça va être envoyé au greffe, qui du coup, lui, va vérifier que vous êtes légitime à effectuer cette formalité de fermeture. Il va regarder votre procuration, il va regarder les pièces d'identité, si c'est bon, et ensuite, il va faire... En fait, pour lui, ça va être un rejet parce qu'il n'y a pas de fermeture au RCS, mais c'est un rejet très spécifique qui va être un rejet au RCS, mais une validation au RNE. Donc, vous pouvez déjà faire les fermetures d'établissements sans lien avec les tiers auprès du greffe dès maintenant. Il le valide, ça va être validé, ça va être du coup enregistré en base sirène et au RNE. Ce qu'on va ouvrir l'année prochaine, c'est le rattrapage des cas qui sont des établissements qui ont été ouverts, qui ont un SIRET, mais qui ne sont pas au RCS, qui auraient dû être au RCS. Du coup, on va permettre cette immatriculation-là pour rattraper certaines situations qui, du coup, sont un petit peu coincées parce que ce n'est pas une ouverture, il y a déjà un SIRET, mais du coup, il faut quand même essayer de permettre de l'inscrire au RCS pour pouvoir le traiter. Mais fermer l'établissement, vous pouvez le faire. Bonjour. Moi, j'avais une question concernant les formalités de correction. Excusez-moi. Ah, voilà, pardon, excusez-moi. C'était pour les formalités de correction. En fait, quand on a des chaînes de détention, que j'ai par exemple plusieurs personnes morales qui sont dirigeantes sur plusieurs sociétés, j'ai eu plusieurs formalités de correction, notamment une dizaine ces derniers mois, où j'ai dû du coup télécharger plus d'une dizaine d'extraits CABIS pour vous justifier la chaîne de détention. Je voulais savoir si vous, en interne, vous pouviez avoir cette visibilité-là ou pas du tout. Parce que du coup, ça fait un coût pour l'entreprise déjà de télécharger à chaque fois l'extrait CABIS. Si en plus je dois en télécharger 10 à chaque fois, c'est assez compliqué. On cherche à vérifier l'ensemble, à vérifier la procuration et du coup à vérifier l'ensemble de la chaîne d'information. Du coup, si ça passe par plusieurs intermédiaires, s'il y a des représentants, personnes morales et ainsi de suite, eh bien oui, il faut télécharger, vérifier l'ensemble de la chaîne. Pour nous, c'est notre sécurité pour s'assurer que à l'instant T, on a bien toutes les informations qui sont bien validées par l'ensemble de la chaîne. Bonjour. Je voudrais savoir comment on peut gérer des situations quand le greffe rejette un dossier et nous renvoie vers vous, vers l'INPI, et l'INPI nous renvoie vers le greffe. J'ai un cas particulier, et c'est un cas parmi tant d'autres. Une société est immatriculée à une adresse, siège principal à une adresse, est immatriculée, enfin c'est une entreprise plutôt individuelle, il est immatriculé au RCS et au RSAC. On fait un transfert. Le greffe refuse le dossier, nous pénalise bien sûr, et il nous demande de faire en 2 fois. Sauf qu'on ne peut pas le faire un transfert 2 fois sur la même entreprise. La formalité est là pour effectuer une formalité sur l'information de l'entreprise, sur un établissement, sur les activités d'un établissement, pas sur les activités d'un établissement à un registre. Donc, quand vous faites le transfert avec plusieurs activités qui dépendent de plusieurs registres, vous ne faites qu'une seule formalité. Il se trouve que techniquement, vu que c'est plusieurs services derrière, il y a des difficultés pour pouvoir bien intégrer cette demande côté partenaire, mais ça, c'est côté valideur. Nous, on a une vision, et c'est le guichet unique, c'est littéralement dans son nom, c'est une vision unique de l'entreprise. Ce n'est pas en fonction des registres.
Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule formalité. Vous parlez d'un entrepreneur individuel, mais il y a aussi la problématique pour les sociétés qui sont aussi au RSAC, enfin, toutes les situations un petit peu plus complexes et qui entraînent un certain nombre de points de blocage. Vous avez parlé de transfert. On est en discussion depuis le début du guichet pour justement essayer de fluidifier certaines situations-là. Alors, mauvaise nouvelle, sur ces problématiques-là, je ne suis pas sûr qu'on va avancer cette année. En tout cas, ce semestre-là, on va débloquer d'autres situations. C'est déjà ça. Mais ça, malheureusement, le guichet, il n'est pas là pour répondre aux besoins de tel ou tel registre. Il est là pour vous permettre de faire la formalité de l'entreprise indépendamment des registres. On a des échanges réguliers avec les partenaires greffe. On leur a montré ce sujet-là. Ils sont d'accord. Après, d'ici à ce que ça redescende, ça soit bien diffusé l'information, ça, malheureusement, je n'ai pas de visibilité sur le traitement de tel ou tel greffe. Bonjour. Vous êtes où ? Ah, voilà. Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation et j'aurais une question concernant la nomenclature d'activité. Seulement je sais une pas, ça C'est vous bien. fait rire Parce que nous rencontrons des difficultés, notamment lors de l'édition des synthèses, où la plupart... Alors, nous sommes dans le transport, hein, donc c'est un groupe de sociétés. Et alors, comme activité, à chaque fois, on nous sort libéral réglementé. On est tous sauf du libéral. Donc, on a réussi à modifier quelques activités concernant le transport. Par contre, dans le groupe, nous avons une foncière. Et la foncière, nous n'arrivons pas à trouver une bonne activité qui lui convienne. Et à chaque fois qu'on imprime la synthèse, on a toujours libéral. Est-ce que vous pouvez nous aider? Parce qu'on a envoyé des mails à l'INPI, on a téléphoné, on nous dit d'aller voir l'INSEE, l'INSEE nous renvoie à l'INPI, et donc on n'arrive pas à faire nos modifications parce qu'on refuse d'envoyer une synthèse où l'activité est fausse. Pourquoi elle est fausse selon vous? Non, ça c'est ma question. Vous trouvez qu'elle est fausse? Moi je vous demande pourquoi vous trouvez qu'elle est fausse. On a pris l'objet, on a pris les statuts, on a pris l'activité qui était sur le CABIS. Donc sur l'activité, il y a cession, acquisition d'entrepôts, gestion d'immeubles, etc. Et à chaque fois, on se retrouve avec du libéral ou alors marchand de biens. Donc, enfin, je voudrais comprendre. Alors peut-être qu'on fait quelque chose de mal, c'est possible. Non. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ma synthèse est fausse à l'arrivée. Je vais faire une petite digression avant de répondre directement à votre question. Il y a certaines activités qui sont considérées comme commerciales auprès du greffe et commerciales auprès de la DGFiP. Il y a certaines activités qui ne sont pas commerciales auprès du greffe, mais pourtant commerciales auprès de la DGFiP, d'un point de vue fiscal. Le terme commercial, il entend plusieurs choses. Et ça, c'est peut-être une difficulté, et c'est un choix qui avait été fait au début du guichet par l'ancienne mission, d'appeler ça commercial, libéral, réglementé, non réglementé, et tout ça, qui peut être induit en erreur, mais la nomenclature, elle n'est là que pour le routage. Elle ne sert à rien d'autre que savoir qui va traiter votre formalité. Dans le cas des libéraux, c'est important uniquement pour les entrepreneurs individuels, où là, il y a la question, est-ce que c'est au RCS, est-ce que ce n'est pas au RCS, au RSAC, au RSEIRL, ou est-ce que c'est artisan réglementé ou pas? Ou est-ce que ça va être libéral et traité justement par l'URSSAF, derrière, ou en gestion de biens, et du coup, traité a posteriori par la DGFiP. Cette information de libéral, réglementé pour le transport, elle s'arrête là. Elle s'arrête juste à dire quel est le valideur. Et donc, dans le cas d'une société, en fait, le valideur, comme vous le savez, c'est que le greffe. Pour les sociétés civiles, on a fait justement évoluer la génération de la synthèse pour retirer cette mention-là, parce qu'on voyait que c'était pour retirer les mentions commerciales. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient « Oh là là, mais ma société civile, elle ne peut pas avoir une activité principale commerciale. » Oui, mais on ne dit pas qu'elle est commerciale. On dit qu'elle est routée commerciale. Donc, qu'elle doit être traitée par le greffe, à distinction de artisans agricoles. C'est pour ça que on essaie d'améliorer la nomenclature, mais la nomenclature, elle répond à un problème qui est
assez complexe, assez difficile, délicat, de qui doit traiter quoi, à quel moment. Donc, est-ce que ça doit être envoyé au greffe uniquement, ou au greffe CMA, greffe MSA, ou est-ce que ça doit être envoyé a posteriori à la DGFiP, ou est-ce que ça doit être envoyé directement maintenant, bientôt à l'URSSAF? Et cette nomenclature, elle est juste là pour répondre à cette question-là. C'est vrai que les termes, on pose question, il y a beaucoup de discussions, et on n'a pas trouvé mieux. On a trouvé moins bien, mais on n'a pas trouvé mieux que cette question de libéral. J'entends pas le... Libéral réglementé, donc je peux signer la synthèse et elle va partir au RCS. Si c'est une société, ça va partir au RCS. D'accord. Si c'était un EI pur, ça serait pour l'instant en validation automatique, et après ça serait à l'URSSAF. C'est le seul objet de la nomenclature, c'est définir qui va le valider. C'est pour ça que quand vous choisissez telle ou telle catégorisation, on vous dit, bah tiens, c'est de forme commerciale, machin. Ça va être traité par le valideur greffe, le valideur CMA, le valideur MSA, bientôt valideur URSSAF. Oui, ma question concerne les radiations d'office. Vous êtes où? Je suis là. Ah. Pourtant, je ne suis pas tout petit, mais bon. Oui, mais il y a un spot en fait. Ma question concerne les radiations d'office. Beaucoup de sociétés passent par des sociétés de domiciliation, et dès que le loyer n'est pas payé pour une raison ou pour une autre, la société de domiciliation saisit le greffe en disant que la société n'a plus de siège, elle est considérée en cessation d'activité, et 3 mois plus tard, le greffe fait une radiation d'office. Le problème, c'est que quand on veut réimmatriculer la société, parce qu'elle est radiée de manière administrative, dès lors qu'on veut réimmatriculer la société, c'est un parcours du combattant. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas faire cette formalité sur le guichet unique. Il faut la faire par courrier. Et donc, est-ce que vous envisagez prochainement de faire en sorte qu'on puisse le faire ou pas? C'est pour ça qu'on veut ouvrir le rapport de radiation d'office. Justement pour cette situation-là. Alors, je réponds juste à cette dernière question. Allez, et je te repasse la parole sur... Tu peux la répéter? La question code APE, nomenclature, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Rien. C'est 2 sujets différents. La nomenclature, c'est pour la validation. Qui va traiter? Greffe, CMA, MSA. Le code APE est défini, comme toujours, ça n'a pas changé, sur la description détaillée, en texte libre, de l'activité principale. C'est pourquoi il y a un P à APE. Mais c'est uniquement la description détaillée de l'activité principale qui est utilisée pour le code APE. C'est tout. Au moins, la réponse est claire. Merci beaucoup, Godefroy. Merci à vous.